BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques sujets dont on va parler donc avec nos invités ce soir. Frédéric Rollin nous accompagne, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir. Étienne de Marsac est avec nous également au plateau. Bonsoir Étienne, merci d'être là. Vous êtes gérant de la gamme Absolute Return chez Sunny Asset Management et Gustavo Orenstein nous accompagne enfin jusqu'à 18h. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes gérant et directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Pourquoi est-ce que le marché repart aussi fort Gustavo? On a effacé 2/3 de la baisse en Europe en 3 séances et le marché américain est déjà quasiment revenu à ses sommets. On a marqué sur le Nasdaq un nouveau sommet historique à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Oui, bon, déjà il faut voir la baisse précédente. La baisse précédente, c'est essentiellement lié au virus, c'est le risque de pandémie en partance de Chine. Et le marché a été très rapide, a eu très peur très vite. Et même si ça s'est pas beaucoup vu finalement sur les indices eux-mêmes, dont la baisse maximum n'a jamais été très élevée, hormis les émergents, hormis la Chine elle-même, qui était fermée pour une grande partie du trajet. Mais bon, à l'ouverture, je crois, elles avaient baissé direct quasiment de 8 ou 9%. Mm-hmm. Donc il y a eu déjà un effet très très fort. Mais je pense que si l'analyse, en tout cas pour le moment, l'histoire n'est pas complètement finie, mais l'analyse quand même, c'est que ce type de choc peut être très violent, mais il est de courte durée et il est réversible. C'est-à-dire que le coût économique qui va être important lié au virus va également disparaître et laisser lieu à un rebond de l'économie chinoise et mondiale. Donc je crois qu'il y a ce côté temporaire et du coup le marché se réveille un peu et dit ça va pas si mal que ça. Ceci étant, les secteurs les plus touchés, eux restent quand même en berne. L'exemple type, c'est les matières premières. Les matières premières n'ont pas du tout rebondi. Or elles sont beaucoup plus en prise avec la réalité physique concrète. Il va y avoir un ralentissement, c'est très clair, je pensais. Donc en revanche, c'est vrai que quand on achète une action, et notamment un certain nombre d'actions qui composent le Nasdaq, des actions de croissance, où on se projette sur les 15 prochaines années dans un monde nouveau. Ce qui va se passer dans les 3 prochains mois n'est pas majeur, et ça explique peut-être pourquoi les investisseurs arrivent à passer par-dessus. À regarder à travers. Et regarder complètement à travers, et regarder derrière vers le... Et on leur donne pas complètement tort. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, et c'est malgré la gravité, il faut pas du tout le nier, mais est-ce que ça change la trajectoire de l'économie mondiale sur les 3 ou 4 prochaines années? Non, probablement pas. Non, ou si peu que ça change radicalement. Je veux bien, mais 3-4 ans dans l'horizon d'investissement, c'est vraiment très très long. Est-ce que tous les investisseurs peuvent se permettre d'avoir cet horizon de temps aujourd'hui? Il faudrait peut-être, Gustavo, mais juste sur l'idée du rattrapage, c'est du 1 pour 1, c'est ce que le marché a en tête, c'est-à-dire plus l'impact du coronavirus sur l'économie chinoise, en l'occurrence mondiale, derrière sera fort, plus la réponse économique sera à la hauteur, plus le rattrapage sera à la hauteur. On est sur un cas de 1 pour 1, ou est-ce que c'est quand même un peu plus mitigé que ça? L'essentiel du choc n'est pas lié, heureusement, je dirais, au nombre de morts ou à une destruction de capital humain en Chine, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt la disruption de l'activité liée au fait que les gens se protègent, ne sortent plus, ne voyagent plus. Et ça, c'est temporaire. Et donc, un couple de touristes chinois qui ne va pas partir en vacances maintenant, partira en vacances un peu plus tard, dans 6 mois ou dans 1 an, et donc ça va revenir à peu près au même niveau. Son revenu n'a pas été entamé de manière massive. Rien n'a changé dans la capacité de produire de l'économie, ou en tout cas c'est temporaire. Et donc c'est simplement un choc temporaire et qui va être rattrapé derrière, a priori sans aucune difficulté. En tout cas, c'est ce qui s'était passé pour le SRAS, ce qui s'est passé pour l'ensemble de ce type d'épidémie, c'est que l'impact peut être très fort, et il va être encore une fois très fort, mais c'est temporaire. Donc on peut regarder à travers. Bon, on avait le TAC Economics avec nous tout à l'heure, qui prévoit quand même pour l'instant un PIB chinois qui pourrait basculer à 3,5% au premier trimestre. Alors quand même un choc majeur, 3,5% pour l'économie chinoise, même si c'est sur un trimestre, on est sur l'idée d'une récession, presque d'une contraction de l'activité au premier trimestre. Commentaires, réactions sur cette situation alors de marché, et puis l'analyse fondamentale, les éléments auxquels on se raccroche pour regarder à travers peut-être l'impact du coronavirus. Frédéric Rollin et puis Étienne de Marsac. Moi, je trouve ce qui est frappant, c'est effectivement qu'il y a eu des épisodes comme ça par le passé, notamment le SRAS, et le marché prenait un petit peu de temps
Avant de remonter, il attendait de voir effectivement que l'épidémie serait calmée, qu'on aurait un petit peu de chiffre économique qui stabiliserait, etc. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'on a un marché qui remonte, je dirais, quasiment sans attendre. Il y a, voilà, peut-être des légères inflexions dans le nombre de cas, dans la croissance du nombre de cas, mais ça reste quand même plutôt rapide. Mais au fond, quand on regarde ce qui s'est passé depuis maintenant, je dis les 12 derniers mois, mais peut-être encore plus longtemps, c'est qu'à chaque fois en fait qu'on a une baisse, finalement ça remonte extrêmement rapidement. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a essentiellement deux raisons pour ça. Je ne sais pas si aujourd'hui si les marchés ont raison ou tort. Hein. On verra le développement de la pandémie. On explique. Mais il y a deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup d'investisseurs n'ont pas cru à la hausse. C'est vrai que voilà, 2019, il y a quasiment pas de croissance bénéficiaire. Les marchés font 30%. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'y ont pas cru, qui ont vendu et qui chaque fois qu'ils voient allez une petite baisse, disent bon allez, je me rattrape. Puis deuxième raison, et c'est probablement assez lié aussi, c'est qu'on a des banques centrales qui sont à l'action. Donc on a vu la banque centrale chinoise qui a commencé déjà à promettre des liquidités. Là, le gouvernement récemment qui dit voilà, on va aider les entreprises qui ont été en difficulté. Donc des autorités qui interviennent. Et au fond, des taux extrêmement bas dans l'ensemble du monde qui fait que eh bien, le cash ou les obligations, ça brûle les doigts. Et donc voilà, dès qu'on peut effectivement revenir sur le marché, on y revient vite. Donc voilà, est-ce que c'est voilà un nouvel optimisme sur la pandémie ou pas, un nouvel optimisme sur l'économie? Je suis pas sûr. C'est tout simplement qu'à un moment donné, eh bien voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sous-pondérés. Voilà, ils ont du dépôt en banque rémunéré négativement, des obligations françaises à 0%. Voilà, ils voient ça y est, les marchés baissent un petit peu. Je profite pour rentrer dedans. C'est un point important, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Mais c'est au cœur de tout aujourd'hui. C'est la clé de voûte, comme vous dites, de ces marchés. On gère sous la contrainte. Enfin, beaucoup d'investisseurs gèrent sous la contrainte. C'est ça, Frédéric ? Les banques centrales, à chaque fois qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, viennent et finalement, on a complètement changé de paradigme où avant, on avait des banques centrales qui, chaque fois qu'il y avait un petit peu plus d'activité, un petit peu plus d'inflation, disaient oh là là, on va agir, on va ralentir tout ça. Et aujourd'hui, on a des banques centrales, dès qu'il y a le moins de problèmes, qui viennent donner des liquidités, qui nous disent même, la Fed nous le dit, la Banque centrale européenne aimerait bien le dire, si jamais l'inflation remonte au-dessus de l'objectif pendant un moment, on gardera quand même des taux très bas pendant longtemps. Donc voilà, les marchés obligataires, les marchés du cash, c'est un rendement réel négatif ou proche de zéro pour un moment et les actions proposent des dividendes plus intéressants. Je trouve pas ça extrêmement enthousiasmant en soi, mais c'est une donnée de marché, en tout cas qui fait que voilà, jusque-là, chaque baisse qu'on a eue a été très très rapidement comblée, à juste titre, dans le cas par exemple du presque conflit avec l'Iran, puisque finalement on voit que les choses sont calmées, mais je dirais plus rapidement aujourd'hui que cela ne se faisait il y a auparavant quelques années, où les investisseurs aimaient bien quand même que le risque se tasse un petit peu avant de revenir. Là, on regarde les prix, on voit que c'est un peu moins cher, et les investisseurs reviennent volontiers sur le marché. Étienne de Marsac, entre ces contraintes de marché pour les investisseurs, ces contraintes d'arbitrage, et puis quand même la situation du coronavirus et ses impacts potentiels, quand bien même il ne serait que transitoire, il y a quand même une réalité derrière ça. Oui, moi je suis extrêmement circonspect par rapport à cette hausse brutale des marchés actions et ce revirement du sentiment. Rappelons-nous, il y a une semaine, on était tous très très pessimistes, alors qu'aujourd'hui, parce que simplement nous avons eu quelques annonces sur des liquidités et de l'injection de liquidités de la part de la Chine, donc 400 milliards de yuan, eh bien cela provoque un revirement du sentiment qui vient neutraliser toutes les conséquences potentiellement négatives de ce coronavirus sur l'économie réelle. Et on en vient à la conclusion, si tu veux ou si vous voulez, que les actions sont complètement déconnectées de la réalité. Une action, ça n'est plus un instrument financier qui suit une logique rationnelle, mais c'est devenu aujourd'hui une obligation perpétuelle, quasiment zéro coupon, venant actualiser des cash flows à un taux de plus en plus faible. Et donc c'est un instrument financier dont le prix tend vers plus l'infini. Voilà. Donc auparavant, l'actif risqué, c'était les actions. Aujourd'hui, c'est un actif non risqué. Quand on a du cash, on l'investit là-dedans. Pourquoi ? Parce que si
on a du cash et qu'on reste non investi, eh bien, on est soumis à une taxe, donc à un prélèvement à la source qui est de moins 0,40 à la Banque centrale. 50 même maintenant. Ou moins 0,50 aujourd'hui sur la... Parce que, pour autant, l'économie que j'appelle réelle, donc celle qu'on lit soit un petit peu plus dans les taux d'intérêt ou encore plus dans les matières premières, elle émet un message qui est complètement différent. Ouais. C'est-à-dire que il faut bien voir que la Chine rend compte de entre 40 à 60% de la consommation mondiale de matières premières, quelles qu'elles soient. Aluminium, fer, acier, or, cuivre, etc. Pétrole, c'est un petit peu moins, c'est 15%. Alors là, d'ailleurs, on a une inefficience de marché puisque le pétrole a corrigé très fort et les autres matières premières un peu moins fort, moins 25% contre moins 10%, mais l'économie réelle se lie déjà immédiatement à la source dans ces aspects-là, et donc je trouve que cette correction action me renforce dans l'idée que bien sûr on est tenté de continuer à y participer, mais c'est dangereux. La notion de valeur a complètement disparu, de valorisation est exemple, on est dans un univers de multibulles, si vous voulez. Donc c'est des poupées chinoises, quoi. Vous avez, sans mauvais jeu de mots, un ensemble de petites bulles qui forment à la fin une énorme bulle dont les banquiers centraux s'occuperont un jour lorsqu'ils auront une fenêtre de tir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils ont essayé en 2018 de manière un peu trop brutale, sont revenus en arrière, mais nul doute que ces bulles seront attaquées et on a déjà, alors je change un tout petit peu le sujet, mais on a déjà des signaux, Kaplan la semaine dernière qui en parlait, la Banque centrale européenne qui en parle, la Banque de France qui parle de bulles dans l'univers immobilier, etc. Bon. Si on revient à votre sujet, je pense que malgré les réactions des actions, qui me semblent être beaucoup trop exagérées, on est en présence d'un Black Swan, au moins de manière sémantique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Moody's, en fait, au 30 janvier. Rapport de Moody's, nous sommes en présence d'un Black Swan qui est comparable à Global Financial Crisis de 2008-2009. Alors, pas forcément dans ses impacts, mais dans sa définition. Donc, si on reprend la définition de ce qu'est un Black Swan, c'est quoi? C'est un événement qui est non probabilisé, d'accord? Donc, par définition, de l'improbable improbable ou de l'imprévu imprévu, pour reprendre la définition de Rumsfeld, l'ancien secrétaire d'État à la défense américaine. C'est un imprévu imprévu. Aucune matrice de risque n'a stressé dans ses portefeuilles cet événement-là, d'accord? Donc par événement, j'entends la fermeture pendant 2 mois de la Chine, la mise sous blocus de la Chine pendant 2 mois, c'est une situation qui est extraordinaire, inédite, dont on ne connaît pas les conséquences. Vous avez donc 80% du PIB de la Chine qui est mis sous tutelle, 90% des exportations qui sont stoppées, 40 pays qui mettent la Chine en état de blocus, 60 compagnies aériennes qui ont décidé d'arrêter les vols vers la Chine. Donc vous dites, non, parce qu'il faudra qu'on marque une pause, Étienne, mais vous dites, on va en reparler du virus. C'est pas fini. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la liquidité, ça n'est pas un médicament, ça ne guérit personne, malheureusement. C'est juste un antidouleur. Et on va voir dans l'économie réelle, dans le premier trimestre ou le deuxième, toutes ces conséquences tentaculaires sur les chaînes de production, sur le PIB chinois et sur le PIB mondial qui sera forcément impacté. Est-ce que ce sera important pour les marchés? Est-ce que ça aura un impact de marché ou pas? On est en train de dire que de toute façon, le marché vit à travers la liquidité et qu'il n'y a pas d'autre choix que finalement, peut-être que tout est cher, mais s'il y a un marché qui est peut-être un peu moins cher encore aujourd'hui, c'est peut-être le marché action. Alors, effectivement, ça n'aura pas d'impact sur les marchés actions parce que les marchés actions se fichent de la macroéconomie. Bon. Ça n'est plus le problème. La macro, c'est les taux. Les actions, c'est de la spéculation. Voilà qui est dit, ça lance le débat peut-être pour poursuivre avec nos invités en plateau, bulle ou pas bulle. Je crois que la question va se poser comme ça. On marque une pause et on reprend cette discussion dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités autour de la table, Étienne de Marsac, Sunny AM, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Frédéric Rollin, Pictet AM. Poursuivons cette discussion. Frédéric, le cas action, bulle ou pas bulle, quand on regarde en termes d'allocation d'actifs, là, ces grands marchés, ça reste un marché incontournable. Alors Étienne de Marsac, c'était le sujet de la fin de l'intervention précédente. Voilà, le marché action, c'est de la spéculation aujourd'hui et c'est une bulle. La réalité, c'est quand on regarde les taux et les matières premières. Alors,
Non, non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, Frédéric. C'est peut-être même le but de l'émission. Là. Je partage pas le même point de vue, on va dire. Non, quand on regarde les actions européennes aujourd'hui, voilà, on est au-dessus de 3% de dividendes. Sont pas des dividendes spécialement faibles. Voilà, vous avez des multiples de valorisation qui sont qui baladent autour de 15. Ce sont pas des niveaux de bulle. Les marchés américains sont plutôt chers, mais voilà, sont plutôt en haut. Je dirais voilà, s'il y a une tôle ondulée, ils sont sur le sommet de la tôle ondulée, mais voilà, on n'est pas parti au ciel. Et même quand on regarde, on a des stratégies sur le digital. On est aussi sur des niveaux élevés, mais qui ne sont pas du tout sur les niveaux de bulles qu'on a pu voir auparavant. Donc, oui, ce qui est frappant, c'est que les marchés se tiennent finalement, surtout américains, se tiennent sur des valorisations hautes, alors qu'il n'y a plus véritablement de croissance bénéficiaire, sauf justement sur le digital et certaines valeurs, mais en moyenne, il n'y a plus véritablement de croissance bénéficiaire. Mais il n'y a pas non plus de décroissance bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on a pu parler à un moment donné de risque de récession, etc. Bon, eh bien, voilà, les derniers chiffres qu'on a eus du mois de janvier aux États-Unis sont plutôt bons. Le risque de récession, alors je mets à part effectivement le coronavirus, je ne suis pas un spécialiste de l'OMS, mais les chiffres étaient plutôt bons. On signe le phase one avec les Chinois, l'économie repart, ce qui fait qu'on a une croissance économique américaine qui ralentit un peu entre 2019 et 2020, mais pas de récession et une stabilité des bénéfices. Donc au fond, ces dividendes-là qu'on a eu l'année dernière, on les aura probablement cette année encore, et ils sont supérieurs à ceux des obligations. En revanche, moi j'ai envie de dire que, alors est-ce qu'il y a une bulle sur les marchés obligataires? Parce que c'est vrai que les multiples de valorisation des actions sont aux États-Unis sont plutôt en haut du range, mais en Europe, on n'est pas loin du milieu quand même. Par contre, sur les taux, alors là, on est sur des niveaux très très bas. Mais est-ce que c'est une bulle pour autant? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que la BCE maintient des taux négatifs, que ça va être longtemps, et qu'au fond, être sur de l'OAT autour de 0%, c'est quand même mieux que d'être sur du moins 0,50 sur du monétaire. Est-ce que ça va durer, etc. Je ne sais pas. Nous, on a plutôt tendance à penser effectivement que les marchés obligataires sont chers. Par contre, les marchés du crédit, mais là, on a un spécialiste, donc je vais donner mon opinion quand même. Les marchés du crédit aujourd'hui, surtout aux États-Unis, là me paraissent peut-être plus dangereux. On a quand même cette fois-ci des niveaux de spread de crédit, c'est-à-dire des niveaux de rendement par rapport aux obligations d'État qui sont quand même plutôt bas. Vous avez par exemple sur le high yield américain toute une catégorie d'obligations. Il s'agit donc du pétrole de schiste, donc qui est quand même extrêmement cyclique et sensible au prix du pétrole. Et puis en moyenne, des entreprises américaines qui sont fortement endettées. Le ratio d'endettement sur PIB est au plus haut historique. Il a dépassé même les plus hauts historiques. Enfin, il a cassé le plafond. Donc par ordre de dangerosité, c'est pas le marché action qui vous paraît le plus dangereux aujourd'hui? Pour nous, c'est par ordre de dangerosité, je dirais, c'est plutôt le marché obligataire, le marché du crédit surtout, qui est plus dangereux parce qu'on a des entreprises qui sont fort endettées et qui peut-être ont un petit peu moins de marge de manœuvre. Donc sur toute la partie des entreprises qui sont plus endettées, ça me paraît, voilà, le high yield américain me paraît peut-être un petit peu plus dangereux aujourd'hui que les obligations de la zone euro en tout cas. Bon, sur l'allocation qu'on peut avoir aujourd'hui, en intégrant quand même le coût du virus, parce que là c'est quand même une donnée qu'il faut intégrer avec les éléments qu'on a aujourd'hui, mais où est-ce qu'on a envie de placer son argent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de surpondérer peut-être dans son allocation et dans les portefeuilles, dans l'argent qu'on gère pour les clients chez Dorval AM? Gustavo. Ah, bon, la question évidemment du virus, c'est-à-dire c'est une question d'horizon. Si l'horizon de placement est relativement court, il faut forcément en tenir compte et effectivement rester un peu prudent. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, encore une fois, et je le disais au départ, le choc va être, c'est très important, c'est pas rien du tout. Mais malgré tout, ça reste temporaire. Je ne pense pas que ça va modifier totalement la trajectoire de l'économie chinoise, malgré l'impact, encore une fois, très très fort et en partie inédit de ce côté à la fois international et de la taille de la Chine dans l'économie mondiale, qui effectivement était beaucoup plus grande aujourd'hui qu'à l'époque du SRAS. Donc l'impact va être important. Donc il faut un peu de prudence. Effectivement, on ne va pas s'improviser virologue. Je ne suis pas spécialiste en virologie, c'est difficile à savoir exactement ce qui va se passer. Mais on imagine bien que quand le pic de l'épidémie va avoir lieu, le marché va être rassuré. Pour l'instant, on n'y est pas encore.
Donc il y en aura des épisodes et encore de l'anxiété dans les marchés. Bon, donc là, après, à part avoir une position assez prudente, et effectivement, il y a la question des obligations, et ça, il faut reconnaître qu'une des stratégies qui a le mieux marché depuis déjà pas mal de temps, c'est simplement le bon vieux portefeuille diversifié avec... le 60-40. Voilà, le fameux 60-40. Alors, pas le 60-40 partout, mais le 60-40 aux États-Unis était extraordinaire. Le 60-40 avec des taux américains qui sont aujourd'hui un peu l'or des marchés financiers. Quand on a peur, on achète des taux d'intérêt, et le marché, donc les taux américains, les taux longs américains, ont servi d'absorbeur de choc à chaque fois l'année dernière, et encore là on voit en début d'année, lorsqu'il y a eu ce genre de crise. Et voilà. Et contrairement à d'autres stratégies, c'est une stratégie en plus qui a un portage positif. Les taux sont positifs quand même aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça reste une couverture qui nous semble avoir un sens. On reste quand même avec des actions. C'est vrai, le sous-jacent était en train de s'améliorer, on était sur cette idée du scénario de stabilisation, d'amélioration de l'économie. Les banques centrales sont toujours effectivement à la manœuvre pour favoriser, pour pousser cette croissance encore un peu plus loin. Cet environnement est très favorable aux actions. Est très favorable. Quelles actions, Gustavo? Enfin, quel thème? Je pense que c'est très favorable. C'est très favorable en général à toutes les actions, sauf qu'évidemment une croissance un peu faiblarde, c'est encore plus favorable aux actions dites de croissance, à celles qui ont une croissance un peu plus forte que les autres. J'allais dire, Renault c'est déjà moins 15% depuis le début de l'année, oui, et face à ça, Veolia c'est à plus 10, quoi. Donc c'est pas quand même, c'est déjà des écarts importants. Je prends deux exemples précis pour incarner les choses. Pour des raisons différentes. Oui, bien sûr. Revenir sur les... Mais enfin, l'auto est à moins 10, les utilities sont à plus 10, quoi. Bon, là, le virus a un rôle très clair, évidemment, dans les secteurs qui sont plus ou moins impactés par donc l'automobile est très impacté de toute façon, le tourisme, etc. Donc ça, on comprend bien les écarts sectoriels. Mais si on prend, je diversifie tous les risques spécifiques et je ne prends que le marché, eh bien, ça nous semble être un environnement favorable pour ce marché-là, et spécialement évidemment pour les entreprises qui ont une croissance dite résiliente, de qualité, mais dont le problème est la valorisation. On en a parlé, et je suis d'accord. C'est-à-dire, à un moment, il faut bien mettre le mot et commencer à en parler. Cette question de la bulle, on peut appeler ça, je ne sais pas. Mettons bulle, c'est le mot que tout le monde comprend. Et donc, est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est au milieu? C'est impossible à dire. Ça. Et cette question de la bulle et des excès, c'est un enfer pour les gérants. Pour le commentaire, c'est sympa. Mais pour les gérants, c'est enfer. Expliquez-le, Gustavo. Je pense que les gens qui vous écoutent, ils sont peut-être investis dans vos fonds. On joue un jeu à la fois absolu et relatif. Et qui fait que c'est très difficile, effectivement, même quand vous ne comprenez plus, à un moment, c'est difficile de se dire, bon, ok, je me tiens à l'écart, et puis je regarde. Il y en a qui ont fait ça, effectivement, beaucoup de gérants, depuis longtemps, sont dans la value, ont quitté toutes ces valeurs-là, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. Leurs performances sont dramatiques. Et c'est les clients eux-mêmes les ont rarement remerciés pour ça. C'est très difficile donc, en tout cas, notre analyse aujourd'hui, c'est que on peut commencer à entamer le thème et à y réfléchir. Qu'effectivement, pour nous, c'est une question de risque. Plus il y a cette question de bulle, plus les valorisations sont élevées, plus ce type de valeur présente un risque. Mais en même temps, à ce stade, en tout cas, on n'est pas en train d'abandonner totalement ces valeurs. On est simplement en train de diversifier nos portefeuilles, ne pas les concentrer sur ces typologies de valeurs, et d'avoir dans son portefeuille aussi des valeurs cycliques, des valeurs industrielles, des valeurs décotées, des financières. Voilà, d'essayer d'élargir un peu sa base pour éviter de se retrouver avec uniquement et seulement ces valeurs qui sont devenues quelque part dangereuses, un peu. Comment vous regardez Tesla, là, au regard de ce que vous nous dites, Gustavo? Enfin, c'est un phénomène de marché intéressant à observer, pour le coup. Là, il y a une bulle. Je ne suis pas un spécialiste des valeurs individuelles, c'est extrêmement difficile. Oui, mais un allocataire doit regarder quand même Tesla. Quand je regarde Tesla, quand on regarde le graphique, parce que c'est quasiment un problème visuel, quand on regarde le graphique, c'est vrai qu'on met bulle. Enfin, je veux dire, alors on voit un Bitcoin. C'est ce côté un peu décollage parabolique, ça ressemble à ça, clairement. Après, je ne connais pas le dossier. Voilà, on peut rêver beaucoup sur les actions. Je dirais pas que c'est un problème spéculatif par ailleurs, parce que tout marché financier est spéculatif, c'est sa nature profonde de regarder vers l'avant et d'essayer d'imaginer. Par contre, c'est vrai que parfois, il semble que le narratif qui est intéressant, c'est raconter les histoires qui se racontent. Bon, là, on sent bien que si on valorise Tesla comme si ça allait devenir la seule entreprise automobile dans le monde, ça semble un peu bizarre. Tesla, un petit commentaire sur Tesla, Frédéric? Tesla, c'est vraiment un cas particulier, nous, effectivement. Donc voilà, il y a très très belle valeur de croissance
encore délivre des croissances bénéficiaires. 50 milliards de volume échangés sur Tesla hier. C'est ce que la Fed met tous les jours dans le marché monétaire. C'est 15-20 fois ce qu'on échange tous les jours sur le marché parisien. Ça fait la une de tous les médias financiers américains. Donc forcément, il y a quelque chose à dire dessus. Oui, non, mais ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui trouvaient déjà beaucoup plus bas que Tesla était beaucoup trop cher. Oui. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et notamment, voilà, des fonds spéculatifs, ils se sont dit, si c'est trop cher, je vais vendre à découvert. Et voilà, va y avoir des publications de résultats. On verra bien que ça se passe pas si bien. Et voilà, j'ai vendu, je sais pas, à 400, à $300. Et voilà, les bénéfices les publications vont pas être bonnes. Les gens vont enfin comprendre. Le cours va baisser. Et voilà, la position va être gagnante. Ce qui s'est passé, c'est finalement les résultats. Bon, alors moi je suis pas un spécialiste, mais ont probablement été jugés quand même pas si mal que ça. Oui. L'action a commencé à monter et ceux qui avaient vendu à découvert ont dû quand même, parce qu'ils peuvent pas non plus tenir des positions indéfiniment. Eh bien, ils ont dû acheter. Et puis évidemment, plus ils achètent, plus le cours monte. Et plus ceux qui ont vendu et qui n'ont pas encore acheté, eh bien, sont pressés d'acheter. Donc c'est l'effet boule de neige. Donc il y a un effet boule de neige, voilà, où voilà, ça monte de façon effectivement hyperbolique. Je crois vraiment le mot est parfaitement adapté. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça va s'arrêter. Comment? Bien parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ben moi je trouve que Tesla est quand même un peu cher. Si voilà, on considère que la valorisation est des multiples de fois Volkswagen, Peugeot, enfin toutes les valeurs, et donc ils vont se commencer à vendre. Sauf qu'aujourd'hui peut-être, alors je sais pas, ça a peut-être commencé, mais ils ont un petit peu peur, parce qu'ils voient bien qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui ont été vendeurs qui veulent acheter, donc ils attendent. Jusque-là, ils ont eu raison. Mais à un moment donné, oui, il y aura de nouveau des positions vendeuses qui vont se mettre en place, et probablement ça reviendra à quelque chose de plus normal. Mais néanmoins, reconnaissons que jusque-là, il semble que les promesses dans l'ensemble, enfin moi je suis pas un spécialiste de la valeur, ont l'air plutôt tenus. Donc ceux qui ont vendu vraiment au tout début ont probablement quand même eu tort. C'est intéressant la mesure du bruit médiatique aussi. Je pense qu'on a atteint un summum en termes de bruit médiatique ces derniers jours sur Tesla. Alors peut-être que ça marque peut-être la fin de quelque chose. J'en sais. En tout cas, le titre baisse de 10-15% là actuellement. Oui, Frédéric et puis Étienne. Ouais, on dit même que lancer des boules de pétanque dans la vitre et la briser. Oui. On a vu était un coup de marketing de génie. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo. De presse, donc voilà, pour l'instant l'action monte. Du camion Tesla. Elon Musk a raison manifestement sur tout et tout était prévu. Bon. Un mot sur Tesla, Étienne? Oui, je crois. En fait, vous disiez tout à l'heure que c'était un phénomène particulier. Moi, je pense qu'au contraire, c'est un phénomène symbolique. C'est-à-dire que c'est un symbole de l'appât du gain, de l'irrationalité exubérante des marchés, qui en vient à valoriser une société 200 fois, non pas ses bénéfices, mais ses pertes. C'est-à-dire que quand vous payez $885 l'action Tesla, vous payez 200 années de pertes futures. C'est intéressant de faire ça. C'est pas très rationnel. Vous vraiment du crédit, Étienne. Je pense qu'il y a des cas. Non, mais je pense qu'il y a des cas d'investissement. Je pense qu'il y a des cas d'investissement qui sont plus sérieux que celui-ci, ou qui, en tout cas, ont un risque qui est moins asymétrique. Alors, si on pense que Tesla va faire des bénéfices l'année prochaine, ce qui semble être le cas, d'accord, pourquoi pas. Il reste que le price-earning ratio, il est de 100 fois. Donc, moi, j'ai pas une espérance de vie de 100 années pour recevoir des dividendes pendant 100 années, de sorte d'être remboursé du risque que je prends. Donc, on est en présence non pas, je pense, d'un cas particulier, mais de l'illustration. Vous dites c'est révélateur de quelque chose de l'ensemble du marché, alors. Oui, absolument. C'est différent quand même. Cette perte de notion de la valeur qui fait qu'on arrive progressivement, alors pas en Europe, et là je suis complètement d'accord avec vous, mais aux États-Unis sur des niveaux de price earning en moyenne de l'ordre de 23 à 27, ce qui nous met dans le haut du cycle et en tout cas sur les niveaux les plus hauts depuis 2000. Et je note que le cas Tesla, c'est exactement le même cas que WeWork, ainsi que tous ces IPO ratés de 2019, fondés sur des avantages comparatifs inexistants, ou en tout cas hautement questionnables, de sociétés valorisées comme WeWork, 48 milliards
de dollars avant leur IPO et qui voient leur valorisation s'effondrer sur la base de la réalité, c'est-à-dire dès qu'on analyse les chiffres et qu'on se rend compte que les EBITDA sont négatifs, qu'il n'y a pas de projection crédible de revenus dans le futur, que les avantages concurrentiels sont inexistants, etc. Donc, or, il se trouve que 2019, c'est l'année de l'explosion en termes de déflation de ces licornes, de ces unicorns. C'est l'année où Tesla a commencé à monter. Bon, mais donc, très bien, donc on connaît la suite. Donc elle va baisser de la même manière que WeWork, de la même manière que Uber, de la même manière que Uber, de la même manière que Slack. Parce que en Californie, quand on voit des voitures électriques, 9 sur 10, c'est des Tesla, c'est pas des BM ou c'est pas des Mercedes, c'est pas des Ford. Qu'est-ce que c'est qu'une IPO? C'est le moment où la théorie rencontre le monde réel. C'est le moment où la valorisation théorique accordée virtuellement par l'excès de liquidité se trouve confrontée à la réalité qui est celle d'un investisseur qui veut qui attend des rendements futurs. Eh ben, j'ai le sentiment, on en parlait, qu'on petit à petit, et il y a plein de chiffres en fait qui semblent nous donner l'impression qu'on est en 2000. Petit à petit, on est en train d'arriver sur ces niveaux d'excès que sont les années 99-2000. Marque une pause, la clôture définitive apparaît dans un instant, plus 0,9% pour le CAC, 5990 points. Fin de séance sur les marchés européens, le CAC à Paris, clôture définitive, plus 0,85%, 5985 points. Nos invités autour de la table et les commentaires de fin de séance de Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, bon, la hausse s'est un peu essoufflée, mais quand même, on a 3 jours de belles reprises derrière nous déjà. Oui, on termine en fait la séance sur le niveau où nous étions à 10h, 10h30, vous voyez, à peu près. Donc ça donne une bonne idée de l'ambiance. C'est-à-dire que voilà, on est parti comme une bombe dès l'ouverture du marché, avec des nouvelles dans la suite de la veille. Il y a rien de spécial, ça digérait tranquillement. Et puis voilà, tout d'un coup, il y a eu des algos qui ont payé, après en face de spéculateurs. D'abord les spéculateurs, les algos qui suivent, avec les ajustements derrière aussi d'algos de delta, etc. Donc on a eu un mouvement de contrainte algorithmique. C'est pas les gens qui tout d'un coup ont payé. C'est pas en une demi-heure que tout se décide. Donc voilà, c'est monté en ligne droite, puis après plus rien. On a déroulé la journée tranquillement. Quand l'OMS a dit non, mais attendez, il n'y a pas de vaccin, ça a baissé de 25 points, ça les a repris, c'est revenu. Puis là, on a fini en roue libre avec un fort volume en clôture, avec certainement des ajustements de pondération, des ajustements de delta. Donc là, c'est un peu logique et on dépasse les 4 milliards. Mais 90% du volume, ce ne sont que des contraintes techniques. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Après, vous parlez de Tesla, c'est sûr, j'ai écouté ce que vous disiez, c'était toujours évidemment... drôle d'entendre comme ça des commentaires qui sont basés sur des réalités, bien évidemment. Puis après, on cherche d'où viennent les problèmes. Bon, de toute façon, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui agite l'eau du bocal? Pourquoi une valeur vaut 250 au début de l'année, par exemple comme LVMH, et elle vaut 420 à la fin de l'année? Où est l'erreur? Qui se trompe? Celui qui vendait à 250 ou celui qui achète à 420? Mais en tout cas, cette très forte volatilité de l'ensemble des marchés est basée sur un phénomène qui est toujours le même, c'est-à-dire les mesures de soutien permanentes à l'économie, les politiques monétaires, budgétaires, etc. Enfin, toutes ces liquidités qui faussent en fait la donne, avec en face des gens. Et on arrive des situations de 2000 où les plus naïfs gagnaient de l'argent. Et moi, je me souviens, si 99 a été extraordinaire, à un moment donné, en 2000, tout le monde... j'ai gagné 500%. Et moi, avec mes 120%, je me disais, bon, ok, on verra demain, on verra l'année prochaine. Et là, on arrive dans des situations... Et pour moi, Tesla en était un peu vraiment l'image, mais où... les plus fous, enfin pas les plus fous, mais les plus naïfs à un moment donné qui croient, je ne sais quoi, continuent de laisser porter les positions et c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais de toute façon là sur Tesla, il y a un problème de prêt emprunt titre, il y a un problème de tout. C'est sûr qu'il y a un short squeeze énorme. Hier je vous disais 18,6% du capital du flottant, c'est beaucoup. Et puis après l'effet FOMO, l'effet en effet que la personne a décrit, a peur de rater quelque chose, ce qui ressemble aussi au Bitcoin qu'on a connu, etc. De toute façon, depuis 1 an, on est dans des marchés qui sont impactés d'une manière outrancière par les liquidités, par l'espoir de bulle ou pas bulle. De toute façon, la bulle, on en parlera et on dira qu'il y a une bulle une fois qu'elle aura éclaté. Avant, il n'y a jamais de bulle. De toute façon, on arrive à une situation
où cette bulle peut grossir indéfiniment, parce que s'il y a bien une bulle quelque part, c'est au niveau de la dette, mais là aussi, on s'en fiche. Enfin voilà, il y a de l'argent. Et toute la perception des choses semble complètement perturbée, même en l'absence de visibilité sur le coronavirus, sur l'économie, sur l'impact qu'on va avoir. Les marchés ne stressent pas et... comme je l'ai dit, au moment où on était allé chercher les 5008, je voyais aucun... Enfin, moi, j'ai des copains partout à mon âge, hein, dans toutes les grandes gestions, etc. Je leur dis, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? Non, je bouge pas. Donc, personne ne bouge, en fait. Hein. Et je vous disais, même, j'en avais un qui avait investi comme ça un ticket important et ça avait été investi one shot directement dans le marché, 500 millions. Bon, non, on investit direct. On est optimiste. Mais on n'est pas optimiste pour demain matin, on est optimiste pour l'année 2020, etc. Donc, on a toujours ce sentiment qui domine, hein, qui est l'optimisme, la non-vision des... on ne regarde plus les risques. De toute façon, même s'il y en a inconsciemment, il y aura des mesures de soutien, ils feront quelque chose, etc., etc. Donc là, les marchés sont dans une reprise technique, dans un marché toujours haussier non affirmé. Moi, je ne vois pas le potentiel. Je suis contre l'idée qu'on puisse aller retourner chercher les 6100 dans cette phase actuelle. Donc j'ai plutôt un petit peu vendu là, avec la clôture. Je fais une gestion qui découle de mes poudres synthétiques, d'une gestion de delta, ensuite d'une gestion de volatilité. Mais vous voyez, on est en train de travailler des mesures de sensibilité de marché. Mais moi, je ne suis pas dans le directionnel. J'ai arrêté depuis le barrez-vous de jouer le directionnel. Et c'est ça qu'il faut imaginer. Je pense que je ne suis pas le seul à travailler comme ça, évidemment. Les explications fondamentales, aujourd'hui, ne peuvent pas apporter des réponses satisfaisantes à ce que les gens observent, à la volatilité des marchés et des paris qu'on peut faire dans un avenir court, moyen et long terme. Marché très technique, effectivement. Votre barrez-vous, ça devait être fin novembre, je crois, Jean-Louis. Jean-Louis Cussac avec nous cet après-midi, encore chez Perceval Finance Conseil. Le CAC à l'arrivée, plus 0,85% ce soir, 5985 points, volume supérieur effectivement à 4 milliards d'euros échangés via les plateformes d'Euronext. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. On va garder le dernier quart d'heure pour parler de la politique américaine, puisque ça va être un sujet important pour les investisseurs cette année. Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, encore une fois, là, un peu d'allocation d'actifs. Avec quoi on est confortable aujourd'hui? On a conscience de tout ce qui se passe, de ces phénomènes de marché, bulle ou pas bulle, on en a discuté quelques minutes ensemble, mais voilà, où est-ce qu'on est le plus confortable pour investir de l'argent frais aujourd'hui? Alors, nous, on est plutôt investis dans les régions effectivement où les valorisations nous paraissent les plus intéressantes. Hein. Ça va être typiquement les marchés émergents, les actions émergentes, où là, vous avez des valorisations qui sont même en dessous de leur moyenne. On parlait de valorisation, on discutait de bulles éventuelles, c'est pas notre point de vue, mais en tout cas, certains marchés sont plutôt historiquement chers, hein, comme les États-Unis. Donc vous faites quand même attention à cette valorisation. Oui, mais plus en valeur relative, en fait. Hein. Et vous avez des pays émergents, effectivement, qui ont mieux résisté à la guerre commerciale. Hein, dans l'ensemble, vous regardez les enquêtes auprès des entrepreneurs, vous regardez la croissance, elle a mieux tenu dans les émergents que dans les pays développés malgré la guerre commerciale. Tout ça grâce à des politiques monétaires et des politiques budgétaires plus accommodantes. Et vous avez aujourd'hui, alors effectivement, il va y avoir cet épisode de coronavirus qui peut changer les choses momentanément, mais grosso modo, avec les accords de phase 1, vous aviez quand même une remontée du commerce mondial, une remontée de la croissance. Et ça remet pas en cause donc l'investissement stratégique que vous avez dans les émergents? Non, ça remet pas en cause l'investissement stratégique qu'on a dans les émergents. Moi, il y a par exemple un pays que je trouve particulièrement intéressant, c'est la Russie, hein, dans lequel vous avez des multiples de valorisation qui sont entre 6 et 7, plutôt proches de 7. C'est jamais cher la Russie, je crois. Voilà. Alors ça l'a été beaucoup plus. On a eu des multiples de valorisation auparavant sur niveau de 11, 12, etc. Donc on est quand même pas très cher. Puis il y a eu des sanctions, vous savez, bien sûr, qui ont fait peur aux investisseurs. Donc des taux de dividendes qui sont très élevés, une inflation qui est contenue, une banque centrale qui baisse ses taux. Maintenant des projets budgétaires assez importants. Et pour le coup, alors pour ceux, je dirais, qui craignent le coronavirus, probablement compte tenu. Alors je veux pas
pas faire de spéculation là-dessus, mais je réfléchirais si je donnais plus d'importance que ça à cette pandémie, au fait d'une population qui est quand même très très dispersée et donc peut-être moins sujette que d'autres à une pandémie. En tout cas, peut-être que les investisseurs voudront bien à un moment donné le croire. Donc, puis vous avez d'autres marchés, dans les émergents, en Inde par exemple, grosse sous-performance l'année dernière, et puis une politique monétaire, une politique budgétaire extrêmement accommodante, donc une opportunité pour acheter un marché de croissance séculaire à un prix plus intéressant. Gustavo Orenstein, la place des émergents, la question évidemment elle se pose avec encore une fois l'impact du virus, le risque d'impact majeur sur la Chine. Transitoire, j'ai compris, mais il y a des effets de confiance, des effets de marché qu'on peut craindre aussi. Un indice émergent. Les actions émergentes à 60%, c'est l'Asie. Et l'Asie, c'est la Chine. Difficile de l'éviter. Quand on a fait la Chine, juste en dessous, on va avoir la Corée, après Taïwan. Effectivement, après on arrive à l'Inde, mais on est même déjà loin derrière en poids. Hein. Donc c'est évident que j'irai acheter quelque part de la Chine maintenant. C'est pas le geste le plus facile pour un investisseur. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à attendre et de voir un peu plus clair. Ça semblerait plus cohérent. Après, notre réponse, ça va être une réponse d'ultra-diversification. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment diversifié les portefeuilles. Les valeurs, effectivement, il y a des valeurs très chères dans cette zone de la croissance. Hein, et cet écart entre le style croissance et le style value est énorme. Croissant. Alors là, cet écart, lui, est à des niveaux ultra élevés. Partout, et aux États-Unis encore plus qu'ailleurs. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'abandonne complètement la croissance Et en fait, assez courageusement, on s'est dit non, alors à ce stade, on va simplement diversifier, avoir les deux, rester sur quelques valeurs de ce style. Alors pas spécialement Tesla pour le coup, on n'est pas dedans, mais bon, tant pis pour nous aussi, hein, on n'a pas eu la hausse non plus. Mais voilà, donc des valeurs de croissance quand même en portefeuille, mais également diversifier avec l'idée que si on a raison quand même sur le scénario, et que encore une fois, c'est un scénario qu'à la fin, il n'y a pas de pandémie, que c'est pas une interruption pendant 6 mois, que la Chine n'est pas... On retrouvera un peu de visibilité peut-être. Ça, c'est quand même un a priori. Après, si ça est vrai, alors la croissance derrière, on pense quand même qu'elle va se reprendre et que ça, c'est un mouvement profond. Et donc, que le rallye va se diffuser vers ces valeurs un peu oubliées. Donc, on est très, très diversifié. Concernant les émergents, c'est vrai que c'est encore une fois très difficile. C'est essentiellement l'Asie. Voilà, on n'a pas de problème avec le Brésil ou d'autres pays, mais c'est quand même beaucoup l'Asie. Et l'Asie, être un peu prudent à court terme, en tout cas, ça semblerait assez logique. On marque une pause. On parle de la politique américaine dans un instant pour conclure ce club de la bourse avec vous trois, messieurs. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Allez, il nous reste quelques minutes ensemble avec nos invités pour parler de la politique américaine. Gustavo Orenstein d'Orval AM, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, Étienne de Marsac, Sony AM. Sur la politique américaine, Étienne, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette année électorale américaine ? Eh bien, tout, puisque vous êtes sympathique, vous me donnez la main pour lancer le débat, mais nous, on trouve que les États-Unis ressemblent, alors c'est un petit peu polémique, mais ressemblent de plus en plus à un pays émergent. C'est-à-dire que vous pouvez point de départ pour un débat, ça. Voilà, vous pouvez appliquer la grille d'analyse d'un pays émergent, elle s'applique parfaitement aux États-Unis. C'est-à-dire quelques exemples, quelques métriques là, pour utiliser votre jargon. Risque politique, par exemple. Donc en période électorale, on est dans un univers là qui est extrêmement confus. On l'a bien vu à l'issue en fait du démarrage des primaires démocrates, l'impossibilité de nommer un candidat de manière claire. On ne sait toujours pas qui sera l'opposant de Trump. Donc il y a un grand fouillis, une grande cacophonie qui peut favoriser l'émergence d'un candidat extrême ayant des positions beaucoup moins pro-business, par exemple, qu'un Trump. Donc premier élément, instabilité politique qui rend en tout cas l'année 2020 extrêmement sensible à nos yeux. Instabilité des institutions. Les institutions sont quand même soumises à un challenge permanent de la part de la Maison-Blanche, avec évidemment les affaires d'impeachment, mais comment le rappeur Mueller, l'affaire ukrainienne, etc. La Fed sous pression permanente. La Fed sous pression permanente, donc une perte d'indépendance de la politique monétaire, d'une certaine forme, bon, toute proportion gardée. Une dette qui double tous les 20 ans, un déficit budgétaire
budgétaire de 1 trillion et des mesures protectionnistes qui ressemblent à celles d'un pays en voie de développement. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que les États-Unis, il y a 20 ans, appliquer des droits de douane qui étaient de l'ordre, enfin, non pas il y a 20 ans, mais il y a 50 ans, des droits de douane à l'ensemble de leurs partenaires commerciaux qui étaient de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, ce 20%, c'est le niveau qui est appliqué à la Chine. Donc ça vous donne de la marge pour savoir ce que va faire Trump l'année prochaine, s'il est réélu. Donc on a tous les éléments en fait d'analyse d'un pays émergent qui ressortent lorsque vous regardez le cas particulier américain, que ce soit sur des données financières, des données politiques ou des données sociales, avec une très grande polarisation de la richesse. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur, pour qu'on avance, Étienne, parce qu'on n'a pas le temps de faire une autre débat là-dessus. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur? Parce que ce sont les États-Unis malgré tout. Ce sont les États-Unis, mais qui lentement se dégagent en fait de leur responsabilité vis-à-vis du monde en termes de stabilité, pas simplement financière, mais stabilité des institutions mondiales. Donc l'OMC, on a eu Robert Lighthizer qui a dit la semaine dernière que l'OMC schématiquement maintenant c'est lui, que c'est la seule instance de débat pour juger d'un problème de droit commercial. Donc qu'est-ce que ça implique? Peut-être, et dans quelques mois ou dans quelques années, la perte d'un triple A. On ne parle pas de quelque chose de virtuel. On l'a déjà vu, ça, non? Oui, on l'a déjà vu. Oui, c'est pas virtuel. Oui. L'agence Standard & Poor's a déjà downgradé en 2011, sous Obama, bien sûr. Sous Obama, on s'en souvient, oui. Le triple A. Bon, si ce triple A est associé à un outlook négatif, perte le triple A en soi-même, c'est pas très grave. Mais s'il est associé à un outlook négatif, alors vous pouvez avoir des phénomènes de vente forcée de la dette américaine qui est tenue. Ça peut avoir des impacts de marché. Ça pourrait avoir des impacts de marché. Oui, je pense, parce que déjà, ça va surprendre. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas anticipé, ni prévu, ni pricé. Pour autant, Moody's, dans son dernier rapport du mois de décembre, dit attention, les forces des États-Unis diminuent et les weaknesses, les faiblesses sont en train d'augmenter. Commentaire, ça fait résonner une phrase de Stanley Fischer, l'ancien vice-président de la Fed jusqu'en 2017. C'était à Sintra l'an dernier en juin, une conférence organisée par la Banque Centrale Européenne. Sur scène, Stanley Fischer termine son discours en disant qu'une réélection de Donald Trump menacerait la structure des institutions américaines, il parlait notamment de la Fed, et pourrait reléguer les États-Unis, je cite, au rang de pays du tiers-monde. Stanley Fischer. Bon. Situation pour l'investisseur, comment vous regardez ça, Frédéric? Alors nous, effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voir la situation, déjà la probabilité de réélection de Trump. Pour nous, c'est pas gagné. Je sais qu'il y a beaucoup d'analyses qui disent deuxième mandat. Et c'est vrai que après-guerre, sur les 11 présidents qui sont représentés, 8 ont gagné. Mais quand on regarde aujourd'hui les résultats des élections, que ce soit les élections de mi-mandat ou que ce soit les dernières élections de novembre, c'est quand même pas des élections qui ont été gagnées. Et puis, c'est vrai qu'il traverse une bonne séquence pour l'instant, mais voilà, quand on va chez les bookmakers ou quand on regarde les sondages, grosso modo, bookmakers mettent 50% de chances de gagner. Donc finalement, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'est-ce que va faire, parce qu'il a la main quand même, Donald Trump, pour passer au-dessus de ces 50% et pour gagner. Et là, on a le sentiment que on peut avoir, on voit que la Chine va pas finalement, alors ça va être le coronavirus, mais va pas acheter ces 100 milliards par an de produits supplémentaires, mais que assez probablement, on va avoir peut-être quelques mots, mais pas quelque chose qui va arrêter de nouveau l'économie. Donc on va être plutôt tranquille de ce côté-là, et puis avec probablement des épisodes géopolitiques de type iranien comme on a eu, mais qui seront, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure avec les taux bas et le fait que Trump ne veut pas compromettre sa réélection par des mauvais résultats économiques, seront de courte durée. Voilà. Après, s'il est élu, que deviennent les États-Unis? Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois, chaque année qui passe, Trump est un peu plus Trump. Donc, ça sera probablement un deuxième mandat qui sera encore plus spectaculaire que le premier mandat. Bon, pour conclure sur cette situation politique américaine, Gustavo Orenstein, il faut qu'on s'arrête après. Et alors, dans le temps, on va simplifier complètement le truc. Après tout, on parle ici de bourse et de finance et d'économie. Il y a l'histoire des impôts.
Donc fondamentalement, vous avez d'un côté Trump, il a baissé les impôts, on peut penser ce qu'on en veut, les Américains sont contents, on a baissé leurs impôts, d'ailleurs si ça arrivait de partout dans le monde, à peu près tout le monde serait content, il faut quand même pas non plus... Donc, les entreprises ont bénéficié, la bourse a gagné là-dessus. Donc et évidemment, absolument tous les candidats, mais encore plus les candidats les plus à gauche, on va dire dans l'échiquier du côté démocrate, vont augmenter les impôts, ont renversé tout ou partie de la baisse d'impôts sur les sociétés. Et donc ça, c'est ce qui fait peur à la bourse. Voilà, ça c'est assez clair. Le deuxième enjeu, c'est les histoires commerciales. Voilà, parce que il se trouve que pour tout un tas de raisons, c'est le président directement des États-Unis qui a la main sur ces questions-là, sans avoir l'avis du Congrès. Donc là, c'est une question de tactique très complexe. Mais ce qui semble aujourd'hui, c'est un intérêt de calmer la situation pour Trump. Et nous, on pense que c'est ça effectivement qui est le point le plus important. Et donc tout ça fait qu'une continuité a priori aujourd'hui, qui est joué largement, je pense, et entendu par les investisseurs, c'est ce qui est le plus favorable à la bourse aux États-Unis. Plus que 271 jours avant l'élection présidentielle américaine. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Bientôt 18h, le coup d'envoi d'Inside à suivre sur BFM Business dans quelques instants avec Guillaume Paul et Karine Vergnol pour vous accompagner ce soir. Bonsoir Karine, le programme. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Eh bien, le programme, on parlera notamment du sort d'Isabelle Kocher. La tête d'Engie devrait être scellée demain. Conseil d'administration extraordinaire chez Engie. On parlera également de l'ex-imprimerie nationale qui s'appelle maintenant IN Group, qui se tourne totalement vers l'identité numérique. On est bien loin de l'imprimerie royale. Elle vient d'ailleurs d'acquérir un Suédois, le Suédois Nexus, pour être plus performante. Et puis nous parlerons de quoi également? Du crédit impôt recherche qui séduit un peu moins. Voici quelques-uns des sujets que nous allons développer jusqu'à 20h. À suivre dans quelques instants. On se retrouve nous demain dès 15h pour la suite d'Intégral Bourse sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.